10 août 2012. Ça fait environ 2 jours, ou 3. 3 jours, je crois, depuis que la Jeep d'Andrei est tombée en rade dans la rivière. On s'est fait avoir comme des bleus, réveillés en pleine nuit par une putain de crue de tous les diables. On a réussi à sortir la Jeep sur le bord, mais impossible de la redémarrer. Pour l'instant, on est principalement resté à l'intérieur, à se peler les miches comme pas possible. On n'a pas mal de bouffe, mais faudrait pas s'éterniser ici non plus. J'écris pas ça comme un testament, loin de là, plutôt pour me souvenir de cette aventure. Ouais, c'est le mot. Aventure. 13 août 2012. Il commence vraiment à faire froid, et les boîtes de sardines vides puent la mort. On sait absolument pas où on est. Ce connard de Victor nous avait dit qu'il connaissait la région, mais il a aucune idée d'où on peut bien être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait foutrement froid. Je veux dire, je suis habitué au froid, en Saka il y a aucun palmier qui pousse. Mais là, avec juste une parka et mes couilles en dessous, c'est pas la même affaire. Pour couronner le tout, aucun village à moins de 300 km. J'ai toujours aimé les grands espaces, mais je cracherai pas sur une petite baraque avec un bon feu. C'est Alexander le mécano entre nous quatre. Il a la tête fourrée dans le moteur depuis la crue, soit 5 jours maintenant. T'en fais pas Alexis, on va repartir d'ici 5 minutes. 5 minutes. Je sais pas où il a appris à compter. En tout cas, je compte pas me les geler ici plus longtemps. 14 août 2012. On a décidé de partir. On a laissé notre matos de pêche dans la Jeep. Victor a quand même embarqué une canne au cas où on tomberait sur la Sutam. C'est là où on était censé aller après tout, non? On n'a pas vraiment de plan de route. Victor était censé avoir la carte en tête. Toujours est-il que l'ordre de marche c'est droit devant. Si on tombe sur la rivière Sutam, on la remonte jusqu'à Nrilugri. En fait, aucun de nous quatre ne sait exactement où se trouve Nrilugri, ni même si c'est au bord de la Sutam, mais Victor a dit qu'il sera plus être passé une fois. Pas un arbre à l'horizon, pas un point de repère. De la neige, de la terre gelée, des herbes courtes ça et là. J'ai trouvé une barre de chocolat au fond de mon sac. Je ne l'ai dit à personne. Je me suis assez fait chier à aller en ville pour l'acheter, je vais pas en plus la partager en 4. Enfin bon, on verra bien. 15 août 2012 je commence à penser que le confort de la Jeep était pas si mal que ça. On avait peut-être froid, on pouvait pas vraiment bouger, mais au moins on était à l'abri du vent. Cette nuit on a dormi au creux d'un arbre mort. C'était atroce. Le vent s'est pas arrêté une seule seconde, je me suis réveillé au moins 5 fois. Et à chaque fois, le feu était éteint. On commence à manquer de combustible. On n'avait pas vraiment pensé à ça. Et la bouffe part à une vitesse folle. Je sais que par ce temps il faut beaucoup d'apports caloriques, mais si on continue à ce train-là on va devoir se rationner plus tôt que prévu. 16 août 2012. Encore une nuit horrible. On a cru que Victor était mort ce matin. Il bougeait pas, mais il était juste vraiment fatigué. On l'est tous. On a quand même repris la route, si on s'arrête on est mort. On est arrivé près d'une petite rivière. Oh non, pas la Sutam. Ce serait trop beau. Non, juste un petit bras d'eau, assez profond pour pouvoir y pêcher toutefois. Andrei et Victor m'ont engueulé quand j'ai lancé la ligne. J'ai oublié leur rituel. C'est des Sibériens, je peux pas leur en vouloir d'être superstitieux. Ces imbéciles lancent toujours une poignée de tabac dans l'eau avant de pêcher. Une offrande vodianois. Mais t'as vu que si leur vodianois voulait vraiment s'en fumer une, ils préféreraient avoir du tabac sec. Et puis, de toute façon, j'ai oublié mon tabac dans la Jeep d'Andrei. En tout cas, j'ai ramené 2 truites et ils étaient bien contents de les bouffer. On reprend la route demain. 18 août 2012. J'ai pas écrit hier. C'était assez tendu en fait. On a marché toute la journée, on s'est arrêté 2 heures, pour manger les dernières sardines à l'huile. On s'est pas parlé. Je crois qu'on est tout crevé. Victor s'est fait mal en traversant la petite rivière. Il a trébuché sur un caillou peut-être, et s'est foulé la cheville. On a dû ralentir le rythme pour qu'il puisse nous suivre, Alexander l'aide. Mais c'est encore plus dur d'aller lentement. On se refroidit, on a l'impression de pas avancer. Et je jure que si Andrei prononce une fois de plus vodianois, je le tue moi-même. 19 août 2012. On a trouvé une petite cabane. Là, au milieu de nulle part.
Il y a juste une petite rivière, qui passe juste à côté. Je crois que c'est une cabane de chercheurs d'or, il y a des tamis un peu partout. On a déjà commencé à les brûler dans la cheminée. La cheville de Victor est dans un sale état. Je crois bien qu'il s'est cassé quelque chose. En tout cas, cette cabane est une bénédiction. 24 septembre 2012. Ne pas désespérer. Ne pas désespérer. La température est de plus en plus basse, et on n'a quasiment plus rien pour entretenir le feu. On a commencé à arracher le plancher, on pose nos culs sur de la terre froide. On n'a presque plus de bouffe, j'ai plus rien pêché depuis plus de 2 semaines. Et Victor ne bouge quasiment plus, si ce n'est pour aller pisser dehors. Son pied est noir. Il se plaignait beaucoup au début, mais maintenant il sent plus rien quand on le pique sous le pied. Je crois qu'il en a plus pour longtemps. 26 septembre 2012. Alexander m'a réveillé en pleine nuit. Il a vu Victor discuter avec quelqu'un au bord de la rivière. Moi j'ai rien vu. Je crois qu'il commence à devenir fou. C'est ça, ou alors il se fout de ma gueule. Ce matin Victor m'a dit qu'il était bien sorti pisser pendant la nuit, mais il s'est endormi avant que je puisse lui poser plus de questions. 27 septembre 2012. Victor est mort. 29 septembre 2012. Alexander et Andrei se sont battus ce matin. Andrei arrêtait pas de dire que Victor est mort par ma faute, que c'est le Vodianois qui l'a tué. Alexander lui a décoché une droite. Sans un mot. Andrei a été surpris, ils se sont regardés, et Andrei lui a sauté dessus. On aurait dit des bêtes. J'ai rien fait pour les séparer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. 30 septembre 2012. On a mis le corps de Victor dans la neige, dehors. Pour le conserver. Si on vient nous chercher, je pense que sa mère aimerait récupérer son corps. Andrei ne nous a pas décroché un mot, ni à moi, ni à Alexander. Il reste dans son coin, à faire des prières. Foutu sibérien. Résultat, c'est moi qui récolte la neige, pour boire et qui décroche le plancher, pendant qu'Alexander essaye de pêcher quelque chose. 13 octobre 2012. Je crois que je perds la tête. En me réveillant ce matin, j'aurais juré avoir vu bouger Victor. Rien de flagrant, mais un petit mouvement. J'ai tâté ses vêtements au cas où une souris ou un vermisseau se planquerait dessous, mais rien. J'en ai parlé à personne, Andrei recommence tout juste à causer, j'ai pas envie de relancer de l'huile sur le feu. 15 octobre 2012. Il y a un truc qui galope dehors. Il fait nuit noire, on n'y voit pas à 2 mètres. Mais ça fait un quart d'heure au moins qu'on entend un truc courir autour de la cabane. C'est peut-être une biche. Ou le Vodianois d'Andrei. Ou un truc du genre. Un truc qui se mange en tout cas. Quoi que ce soit, on va le choper. On est sorti avec Alexander, mais il y avait rien dehors. Pas même de traces dans la neige. On est pourtant très sûr d'avoir entendu des pas. On peut pas devenir fous tous les trois en même temps. Si. 16 octobre 2012. Il est encore tôt, le soleil vient à peine de se lever. Alexander et Andrei ont réussi à dormir. Pas moi. J'ai encore entendu marcher dehors. Mais ça semblait plus loin, vers la rivière peut-être. Et cette fois je suis sûr de ce que j'ai vu, le corps de Victor a bougé. Je veux dire, pas devant moi, mais j'aurais juré l'avoir posé, quelques mètres plus près de la cabane. 24 octobre 2012. Des cadavres. Nous sommes des cadavres qui parlent. Je sais pas combien de kilos j'ai perdu, mais quand je vois Alexander ou Andrei, je me dis que je dois être dans le même état. On a entamé les planches des murs. Après les sardines il y a quelques semaines, maintenant c'est les poires en jus qu'on a terminé. Et toujours aucun succès avec la pêche. Même si Alexander m'a plusieurs fois fait remarquer qu'il avait vu un gros truc dans la rivière. Mais gros ou pas, on n'a rien sorti de la rivière depuis. Depuis qu'on est arrivé ici. Le ciel est noir, je pense que ce qui va nous tomber dessus risque de nous faire mal. 27 octobre 2012. Je sais pas trop si je crois en ce que je vais écrire. J'aimerais que ce soit faux. Sincèrement. On a été bloqué 2 jours dans la cabane par la tempête. Pas une seule accalmie. Et c'est nos ventres qui ont réfléchi pour nous. J'ai vu comment Alexander regardait le corps de Victor, quand il passait devant en allant pêcher. Pas de la tristesse, pas du désespoir, de l'envie. Et on a tous ce regard, quand on pose les yeux sur lui ces derniers jours. On devait survivre, mais on savait qu'on resterait pas longtemps debout, à boire du bouillon d'herbe et de neige fondue.
On s'est regardé, et on a décidé d'aller chercher Victor, en pleine tempête. Je suis sorti en premier, et là où j'aurais dû voir une bosse dans la neige, il n'y avait rien. J'ai fouillé avec mon pied, mais il n'y avait strictement rien. On s'est enfermé dans la cabane depuis. Si un ours a emporté le corps de Victor, il doit encore être dans les parages. Si c'est bien un ours. 5 novembre 2012. Alexander est sacrément malade. Il tousse à s'en décrocher les poumons. C'est moi qui m'occupe de pêcher. J'ai attrapé un poisson hier. Plus rien depuis. Andrei ne dort plus la nuit depuis que le corps de Victor est parti et disparu. Il jette tout un tas de choses dans la rivière quand la nuit tombe. Et un soir, il a jeté sa montre. 7 novembre 2012. On est peut-être sauvé. Je pourrais pleurer. J'ai pleuré d'ailleurs. Le chercheur dort. Le chercheur d'or est venu. Un vieil homme, très vieux, sa peau ressemble à de l'écorce d'arbre. J'étais en train de pêcher quand je l'ai vu, sur l'autre rive. Il me regardait, et il m'a souri. Il m'a dit que c'était sa cabane dans laquelle nous étions, et qu'il avait d'abord pensé qu'on était des bandits, et qu'il nous observait depuis plusieurs jours pour s'en assurer. J'ai pas vu de tente ou de campement pourtant. Et il n'avait pas de sac à dos. Mais il était là et c'était inespéré. Il a traversé la rivière pour nous rejoindre, tout en continuant à me parler. On se regardait avec Alexander. Ce mec allait sortir de la rivière en glaçon. Pourtant, il est sorti tranquillement. Il a juste essoré ses vêtements en continuant de parler. Il a dit connaître un petit village pas loin, et nous a proposé de le suivre. On peut pas bouger Alexander dans son état, alors Andrei est parti avec le vieux pendant que je veille sur Alexander. J'arrive pas à croire que quand ils reviendront, ça sera avec des toubibs, de la bouffe, des secours, des gens quoi. 9 novembre 2012. Ça fait 2 jours qu'Andrei est parti avec le vieux. J'espère qu'ils se sont pas perdus. Ce vieux avait l'air sûr de lui pourtant. Alexander va un peu mieux. 10 novembre 2012. J'ai pêché un poisson aujourd'hui. 11 novembre 2012. Andrei est revenu. Seul. Il était trempé quand il a tapé à la porte cette nuit. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait fait du vieux, il m'a juste dit que les secours allaient arriver. Depuis cette nuit, il bouge pas, il nous fixe tour à tour, Alexander et moi. Il est assis près du feu, mais ses vêtements sont toujours aussi trempés. Ce qu'on a toute une flaque autour de lui. 13 novembre 2012. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Putain, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce fils de pute d'Andrei? Il a essayé de me tuer. Il a essayé de me noyer. J'étais en train de pisser près de la rivière, juste devant le coucher de soleil. Il est arrivé comme un fou derrière moi, m'a fait tomber en avant. J'ai senti ses putains de mains me tenir la tête sous l'eau, il avait une force de dingue. Trop de force pour un mec qui a passé les 3 dernières semaines à bouffer de l'herbe. Je me suis débattu autant que j'ai pu, et puis j'ai lâché prise. J'y arrivais plus, j'allais mourir. J'ai ouvert les yeux sous l'eau, je voulais pas mourir sans voir une dernière fois quelque chose. Et j'ai vu un visage. Très vite, un flash. Je sais pas très bien ce que j'ai vu, une femme ou un homme. Ou autre chose. Mais juste après ça, la pression d'Andrei se relâchait et j'ai pu sortir de l'eau. Alexander lui avait planté un pieu dans la nuque. Il m'a traîné jusqu'à l'intérieur de la cabane, m'a allongé près du feu. J'ai repris mes esprits et on a rentré le corps d'Andrei. Ses vêtements étaient toujours trempés. On les a enlevés. Et on a pété un plomb. Je sais pas si c'est l'adrénaline, l'hystérie ou la faim, c'est sûrement la faim, mais on s'est mis à découper Andrei. Quel moment. L'instinct sûrement. Mais le corps n'était pas chaud. Au toucher, on aurait dit qu'il était mort depuis plusieurs heures. Ça nous a pas arrêtés. On s'est regardé coupablement, et on a mis la viande à cuire. 15 novembre 2012. J'essaye de pas penser à ce que je mange. Je vomis et je pense. Alexander fait pareil. Je le vois lever les yeux au ciel quand il avale. 16 novembre 2012. Quelque chose a tapé violemment à la porte cette nuit. On s'est réveillé en sursaut. On s'est pas rendormi. 17 novembre 2012. C'était encore pire cette nuit, j'ai cru que les murs allaient tomber. Grognements, coups dans les murs, traces de pas dans la neige. Faut qu'on se tire. Vers où, je sais pas, mais on doit pas rester ici. Alexander me dit qu'on devrait arrêter de manger Andrei. Il pense que c'est lié, d'une certaine manière.
c'est un peu tard. Il reste pas grand-chose de lui. 18 novembre 2012. On part. Personne lira ce journal, j'ai pas franchement envie de le regarder. J'ai pas envie de me souvenir de ce qui s'est passé ici. La température a encore chuté, et la neige nous arrive jusqu'aux genoux. On sait pas vraiment où on va aller, mais je préfère mourir en tentant de m'en sortir, que de rester ici avec ces choses. J'aurais juré avoir vu le vieux chercheur d'or ce matin, en regardant par la fenêtre. Du coin de l'œil. Je nous souhaite bonne chance, personne ne le fera pour nous. Ces événements se sont déroulés entre le mois d'août 2012 et le mois de novembre 2012, en République de Sakha, en Russie. Les journaux ont beaucoup relayé la nouvelle, mais ont occulté certains détails. Peut-être même que vous en avez entendu parler. Alexei Gorylenko, 35 ans et Alexander Abdullayev, 37 ans, seront retrouvés quelques jours plus tard, près de la rivière Sutam, à 250 km de la petite ville de Neriugri, plus au sud. En tout, ils auront marché plus de 150 km entre la Jeep et la rivière Sutam. On retrouvera la Jeep enfoncée dans une rivière gelée. Lorsque la police découvre le corps d'Andrei Kurochkin, 44 ans, dans une cabane de chercheurs d'or, il est partiellement découpé en morceaux. Alexei Gorylenko et Alexander Abdullayev affirment que leur ami est mort de froid. Les expertises montrent pourtant des traces de mort violentes, notamment un pieu et une veste ensanglantée. Les deux pêcheurs seront alors soupçonnés d'homicide et de cannibalisme. Le corps de Viktor Komarov, 47 ans, n'a jamais été retrouvé. Ce journal n'a jamais été pris en compte par les enquêteurs, d'après lesquels il avait été écrit par Alexei Gorylenko, pour se justifier de ses crimes. Gorylenko ne l'a d'ailleurs jamais évoqué. Quant à moi, je ne dévoilerai pas mon identité, sachez juste que j'ai participé de près à l'enquête. Peu de temps après leur retour, Alexei Gorylenko et Alexander Abdullayev se sont enfuis de l'hôpital dans lequel ils étaient soignés. Retrouvé quelque temps après, Alexei Gorylenko sera condamné à 3 ans de prison avec sursis pour avoir causé des blessures mortelles sur la personne de Andrei Kurochkin, le cannibalisme n'étant pas considéré comme un crime en Russie. Alexander Abdullayev, quant à lui, sera considéré comme témoin des faits, et affirmera lors de son procès ne pas avoir mangé Andrei Kurochkin parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait d'autres raisons.